Salut. Si vous êtes un spectateur assidu de cette chaîne, vous savez sûrement que je suis particulièrement friand des animés saisonniers, à tel point que je leur ai carrément consacré une émission dédiée. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Eh bien, si vous suivez cette émission, vous avez probablement constaté que je râlais assez régulièrement sur un même type d'animé que je trouve particulièrement inintéressant, à savoir les animés de Isekai et de Fantasy Lambda. Rien à carrer. Mais si Twitter m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas faire d'un cas une généralité, ou en l'occurrence d'une trentaine de cas une généralité. Donc en exclusivité pour vous, cher public, je vais aujourd'hui, avec toute la bienveillance du monde, laisser sa chance à l'un d'entre eux pour voir si j'avais tort ou non, ou au moins essayer d'en tirer quelque chose. Tu crois vraiment être capable de réaliser un tel exploit? Eh bien c'est ce qu'on va voir dès maintenant, alors mesdames et messieurs, ouvrez vos yeux remplis de bienveillance, car aujourd'hui on parle de The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody. Donc, The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody, que je vais désormais abréger en Greatest Demon Lord parce que j'ai pas envie de m'écorcher la langue pendant tout le long de cette vidéo, est un animé de 12 épisodes débuté le 6 avril 2022 et conclu le 22 juin de cette même année. Il est d'ailleurs l'adaptation du manga de Myojin Koto, qui n'est connu que pour ça. Non, je ne suis pas un échec. À la réalisation, on retrouve Mirai Minato, qui est également le réalisateur de Bofuri, Our Last Crusade, Fate Khaled, Liner Prisma Ilia et également Masamune-kun no Revenge. Mais étant donné que je n'ai vu aucun de ces 4 animés, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Pour ce qui est du studio d'animation, on en retrouve exceptionnellement 2, à savoir le studio Blade, qui est responsable de Climbing Girl, de Yin Yangshi, de Cheating Craft et également de The Maid I Hired Recently is Mysterious, qui est encore un animé au nom imprononçable. Pour ce qui est du second, on retrouve l'excellent studio Silverlink, qui est responsable de Deep Insanity, de Nakanohito Genome, du chef-d'œuvre Watamote et également de The Dungeon of Black Company, dont j'ai l'intention de vous parler dans pas trop longtemps. Maintenant que les informations essentielles sont données, on va pouvoir passer au synopsis et soyez assez attentifs parce que j'aurai une petite question à vous poser juste après. C'est quoi encore cette nouvelle règle? Dans Greatest Demon Lord, on y suit le roi démon Varvatos qui, comme tout le monde, finit par décéder. Sauf que comme tout héros de Isekai qui se respecte, il a une petite solution à ce problème. Une seule solution. La réincarnation. Ainsi, à sa mort, il va ressusciter dans un nouveau corps sous le nom de Hard Meteor. Sauf que dans cette nouvelle vie, il n'est plus le grand roi démon ultra cheaté qu'il était auparavant, mais n'est plus qu'un simple villageois comme les autres, comme l'indique très subtilement le titre de l'animé. Ravi de cette nouvelle situation, il va finir par chercher des amis, chose qu'il trouvera au bout de un épisode de galère en la présence de Irina, une jeune fille de son âge avec qui il va nouer de solides liens de confiance et la belle amitié qu'il espérait. Ces deux derniers vont rejoindre l'école de magie du pays à la fin du premier épisode, faisant que dans cet animé, nous allons suivre les aventures de ces deux personnages dans cette nouvelle vie pleine de promesses. Voilà donc l'histoire de l'animé. Alors, vous le sentez, ce sentiment d'originalité totalement absent, d'histoire et de personnages vus 1 million de fois dans tout un tas d'autres animés isekai du même genre, de scénarios qui ne vous surprendra jamais ? Oh putain oui. Eh bien si vous le sentez, figurez-vous que c'est parfaitement normal, parce que le coup du réincarné dans un monde de fantasy avec un harem autour de lui et une école de magie, c'est littéralement le cadre de 99% des animés du genre qui sortent chaque saison. Mais si vous avez été attentif ou que vous avez les yeux remplis de bienveillance comme demandé dans l'introduction, vous avez peut-être remarqué les 2-3 petites subtilités qui le font sortir du lot, telles que le fait que le héros recherche des amis et qu'il galère, ou encore le fait qu'il soit réincarné dans un inconnu et non pas dans un corps super cheaté. Et si vous avez remarqué ça, je tiens à vous dire que vous avez l'œil et que c'est tout à votre honneur, mais figurez-vous que le synopsis et le titre de l'animé vous mentent. Quelle indignité. Et c'est peu dire parce que figurez-vous que moi aussi en démarrant cet animé, j'ai été piqué de curiosité par ces deux éléments, me disant que bon, au moins ce serait un petit peu original ou un petit peu audacieux. Sauf que quelle ne fut pas ma déception lorsque je constata que l'animé, après un unique épisode, s'est dit que ce serait une bonne idée d'expédier et de jeter à la poubelle ces deux originalités. Ces gens ont perdu tout savoir-vivre. C'est triste à voir. Histoire que vous compreniez ce qui me pousse à dire ça, on va revenir sur l'originalité du héros qui a du mal à se sociabiliser et à nouer une vraie relation amicale. Ça, c'est parfaitement retranscrit dans le premier épisode, où justement Hard a beaucoup de mal à aborder les gens et doit s'y reprendre à 1001 reprises avant de enfin avoir une vraie amie qui, comme lui, avait du mal à se sociabiliser. Alors bon, c'est pas vraiment du grand art, mais au moins ça respecte sa promesse et ça fait le café, donc on n'a pas grand chose à lui reprocher. Sauf qu'à partir du second épisode où Hard va à l'école de magie, eh bien
toute la situation change. Ça sent pas bon. Parce que dès sa première journée d'école, Hard va montrer sa puissance démesurée, parce que oui, il a gardé sa puissance de roi démon, à toute l'école, ce qui fait que toutes, et j'ai bien dit toutes les filles de la classe, vont tomber éperdument amoureuses de lui. Donc bon voilà, l'originalité, on peut s'asseoir dessus, mais on peut se dire qu'au moins, ça reste un mec lambda, donc c'est pas bien grave. Sauf que là, je vais vous rappeler qu'il a gardé sa puissance de roi démon, donc c'est pas vraiment un mec lambda, et en plus de cela, il va très vite devenir le plus populaire de son école, et ses parents sont des gens particulièrement reconnus dans son village. Donc voilà, les originalités, vous pouvez les jeter au feu et les oublier, parce que l'animé, il s'en bat les steaks. Mais ne soyons pas non plus trop cruels avec lui en ne le jugeant que par son concept, parce qu'après tout, on est là pour lui laisser sa chance, et non pas pour cracher notre venin sur lui. Donc creusons un petit peu ce qu'il a à nous proposer à travers le moyen le plus efficace pour ça, à savoir parler des personnages, et on va commencer dès maintenant avec le protagoniste, Hard Meteor. Alors, que dire sur lui? Après tout, j'imagine que vous avez tous compris que c'était le héros de isekai basique par excellence, fade et sans intérêt, qui est tellement cheaté qu'il annihile n'importe quel danger dans l'intrigue, qui est tellement populaire dans son monde que c'est limite si tous les parents veulent pas donner son prénom à leur gamin, dont il y a tellement de personnages qui sont amoureux qu'on pourrait carrément créer une orientation sexuelle à son effigie, et dont l'animé en fait tellement des caisses sur à quel point il est parfait et sans défaut, que c'est limite s'ils disent pas qu'il y a une odeur fleurie qui émane de son arrière-train quand il lâche une caisse. Donc, pour faire simple et résumer ça en une expression, c'est pas un personnage bien intéressant. Oh, quelle déception! Mais rassurez-vous, chers spectateurs, The Greatest Demon Lord a pensé à tout puisqu'il possède un arc spécialement conçu pour développer son protagoniste. Sauf que pour que vous compreniez de quoi je parle, il va falloir que je vous pose un petit peu de contexte. D'accord. Alors il faut savoir que dans sa vie précédente, Hard avait une meilleure amie du nom de Lydia, sauf que leur relation s'est assez mal terminée. On mentionne d'ailleurs leur amitié assez régulièrement dans le premier épisode afin de justifier le besoin d'amitié de notre protagoniste, de façon, il faut l'avouer, assez à droite. Mais retenez bien que depuis qu'il est ami avec Irina, il ne réévoque que de temps à autre Lydia, et uniquement de façon positive, puisqu'il a surmonté cette triste histoire en se liant d'amitié avec sa nouvelle meilleure amie. Ainsi, nous revoilà donc dans l'arc qui va nous intéresser ici. On suit notre joyeux groupe composé de Hard, Irina et Ginny, qui est un personnage dont on va reparler dans quelques instants, qui se retrouvent dans un passé alternatif où ils vont devoir régler un problème pour regagner leur présent. Alors bon, déjà c'est l'occasion d'en faire des caisses sur à quel point Hard est formidable lorsqu'il rencontre son ancienne forme. Le roi démon est encore plus beau et majestueux que je ne le pensais. Beau et majestueux? Oh, ces termes banals devraient valoir la peine de mort, Irina. Le roi démon est infiniment plus que ça. Les mots les plus raffinés ne suffiraient pas à qualifier son éblouissante personne. Oui. Visiblement, la subtilité, c'est pas ça l'originalité de l'animé. D'ailleurs, en faire des caisses sur à quel point le personnage principal est formidable, c'est un truc qui est commun à tous les animés de ce type. Mais c'est pas grave parce que c'est surtout l'occasion de développer notre personnage principal, et ça grâce à l'antagoniste qui n'est nul autre que... Bonjour, ici Jet du montage. Alors je vous préviens tout de suite, je vais vous spoiler les 2 derniers épisodes, alors bon, c'est pas ouf comme spoil, mais si vous avez pas envie de vous gâcher la surprise, rendez-vous ici. Voilà, et pour ceux qui s'en foutent, c'est parti. Un troisième Hard qui lui aussi a perdu sa Lydia et a décidé de faire en sorte d'annuler ce destin funeste. Chose que Hard accepte dans un premier temps, puis rejette après en avoir discuté avec la principale intéressée. Il va donc finir par s'affronter lui-même, puis gagner pour regagner son époque. Bon, maintenant que le contexte est posé, revenons à notre héros en observant comment cet arc le développe. Eh bien ça va passer par son objet central, à savoir le combat de Hard contre ses regrets et ses démons passés, notamment liés à Lydia, un thème qui est assez visible, puisque l'élément central de ces épisodes c'est l'affrontement entre Hard et son double, ce dernier étant de façon assez évidente l'incarnation des regrets de Hard, notamment visible car il est obsédé par l'idée de sauver Lydia. De là, en le battant et en lui résistant, Hard se libère de ses traumatismes et se libère de Lydia en la laissant partir et en apprenant de ses erreurs. Et franchement, c'est une excellente idée, c'est super intéressant, et ça exploite le passage d'une vie à l'autre, élément assez important d'un animé de réincarnation. Donc franchement, je salue l'initiative. Sauf qu'il y a un petit hic, et vous allez voir, il est vraiment minime. Ce souci, c'est depuis quand Hard est gêné et traumatisé par cette histoire avec Lydia. Alors je dis pas, c'est peut-être moi qui ai juste loupé un épisode ou une information quelque part, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il semblait que à sa réincarnation, cette histoire l'avait justement motivé à chercher des amis, et que depuis qu'il avait atteint cet objectif, tout allait bien dans le meilleur des mondes et qu'il ne se servait que de l'exemple de Lydia pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc que globalement, cette leçon et ce développement de personnage avaient été appris, acquis et utilisés dès le premier épisode. À la boulette.
Et là certains vont sûrement me rétorquer que c'est pas bien grave et que l'anime peut juste amener ça à cet arc là et pas forcément l'avoir préparé en amont. Sauf que bah non, ça marche pas comme ça. Quand tu crées un personnage qui est censé être obsédé ou au moins gêné par quelque chose, tu peux pas le mettre sur le tapis à la dernière minute, sinon ça sort de nulle part, il faut donc l'amorcer bien avant. Par exemple, dans Hunter x Hunter, on apprend dans le deuxième arc que Killua a des problèmes familiaux qui vont être l'objet central de ce deuxième arc pour le développer, et justement, ces problèmes ont été amorcés dans le premier arc, où tu le vois gêné par ses problèmes familiaux, tu le vois même oppressé par ça, et tu sens même qu'il est assez bizarre, ce qui fait que quand ça arrive, ça explique beaucoup de choses, ça développe le personnage, c'est intéressant, c'est bien écrit. Alors que dans Greatest Demon Lord, ça sort juste de nulle part, ça développe pas plus le personnage que ça, et ça fait redondant avec ce qu'on a vu au début, donc c'est bien joli tout ça, mais ça sert pas à grand chose. Quelle déception. Mais bon, je vais pas faire mon mauvais, l'anime fait preuve de bonne volonté en essayant de se distinguer et de nous proposer quelque chose d'intéressant, donc je vais en faire de même en parlant du meilleur personnage de l'anime, on va parler de Irina. Alors pour Irina, vous allez voir, ça va être très simple et très rapide puisque c'est la parfaite antithèse de notre héros, étant donné que tout ce que j'ai reproché tout à l'heure à Hard a été totalement évité lors du développement de cette dernière. C'est ça, je te crois. Eh bien mon cher, tu devrais, parce que plutôt je reprochais à Hard d'avoir une évolution inutile et sortie de nulle part, sauf que du côté d'Irina, ils ont eu la très bonne idée de faire totalement l'inverse, puisque dès le départ, on nous introduit que sa solitude vient de son secret, dont Hard n'est bien sûr pas au courant, et qu'elle va essayer de lui cacher le plus longtemps possible, faisant qu'à partir de là, on va la sentir toujours stressée à l'idée qu'il l'abandonne lorsqu'il l'apprendra. Puis vient l'arc où il l'apprend, et où ce stress d'Irina est mis au cœur du récit, pour qu'au final Hard l'accepte telle qu'elle est, et qu'elle apprenne à faire entièrement confiance à autrui. Voilà, c'était totalement ça qu'il fallait faire. Ça aurait été mieux si c'était sur le personnage principal, mais ça fait au moins un personnage bien écrit, c'est déjà ça. Oui, voilà, c'est bien, ça, c'est très bien. Ouais, c'est cool, ouais. C'est juste dommage que derrière elle stagne de tout le reste de l'animé pour se limiter à un simple membre du harem du héros. Mais bon, on peut pas tout avoir. Quoi? Ah bah ouais, hein, je vous ai dit que c'était un bon personnage, pas qu'il était irréprochable. C'est pas de ma faute si elle passe tout l'animé à s'engueuler avec des groupies de Hard. Ah, ok, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et justement, puisqu'on parle de groupies, c'est le moment idéal pour moi de vous parler du pire et de très loin personnage de cet animé. Laissez-moi vous parler de Ginny. Mais bien volontiers, ma petite liqueur de myrte. Alors ça va être assez compliqué de résumer tout ce que j'ai à dire sur Jenny, mais je vais quand même essayer et on va commencer par résumer son histoire. Donc Ginny, à l'origine, c'est une succube au service d'un connard qui la maltraite, ce qui va malheureusement la pousser à perdre toute confiance en elle. Et suite à sa rencontre avec Hard et Irina, elle va regagner confiance en elle et prendre son indépendance sur son maître. Mais là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je suis encore en train de râler, après tout c'est cool comme développement. Eh bien c'est pour une raison toute simple qui n'est nulle autre que comment il montre sa prise de confiance. Allez-y, devinez comment. Vous avez pas d'idée? Ok. Comme ça. Ce sera la première fois pour moi aussi, c'est bien, non? Et tout ira bien, j'en suis certaine. Bonsoir, Hard! Il faut que je te parle tout de suite! Ah? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Et non, ce que vous venez de voir n'est pas une blague, puisque depuis le moment où elle a repris confiance en elle, cette bonne vieille Ginny s'est mise en tête de sauter notre héros. Et en plus de cela, elle a décidé de lui créer un harem avec le plus de femmes possible à son service, et dans cette idée, elle est très motivée puisqu'elle va faire plein de choses, comme par exemple aller dans sa chambre la nuit pour essayer de copuler avec, ou encore soumettre l'idée que toutes les filles de la classe mettent une tenue de soubrette racoleuse pour la fête de l'école, ce que d'ailleurs elle va réussir à faire, avec en but central, bien sûr, qu'elles deviennent les servantes de Hard. Un seul mot me vient en tête! Gourgandine! Alors bon, déjà c'est super maladroit comme exécution et faire monologuer un personnage sur à quel point elle a évolué ça n'y changera rien, mais surtout ça en fait un personnage à fanservice. Parce que oui, quand tu crées un personnage qui passe son temps à allumer le héros et qui cherche à lui créer un harem, c'est clairement fait pour du fanservice, et cette fois-ci j'ai pas grand chose à dire pour sauver ce naufrage. Mais mon problème c'est pas tant ce racolage absurde que le fait que ça la rend très vite insupportable, tant elle ne sert qu'à ça. Et je vous ai pas encore parlé de son comportement de garce. Surveillez votre langage ou je vous fais enfermer. Ouais, je sais, c'est assez grossier, mais je vous assure que quand on connaît son comportement, il n'y a pas de terme plus approprié. Pour vous donner un exemple, on la voit allumer Hard devant Irina dont elle connaît parfaitement les sentiments pour ce dernier, ou encore balancer des tacs incendiés sur ses amis avec un air ultra condescendant. Que ce soit des insultes directes à Irina, sa meilleure et quasi seule amie, bordel qu'a l'idée de Jenny. Tu te fiches de moi, c'est ça? Allez, avoue-le tant qu'à faire!
Mais pas du tout. Pour quelle raison je me moquerais de toi, chère Irina? Tu es si charmante et authentiquement naïve. Ou encore balancer des remarques sur le physique de Sylphie, sa deuxième amie, sur 2. Bon, si c'est pour gagner le premier prix, très bien. Exceptionnellement, j'y mettrai un peu du mien. Non, tu n'auras pas à te déranger. Oh, qu'est-ce que t'insinues encore? Tu commences à m'énerver, sérieusement. Donc voilà Ginny, je te hais, c'est acté, mais c'est pas tant le fait qu'elle soit condescendante ou que je la déteste presque autant que Geoffrey Lannister qui me dérange, mais plutôt le fait que ce soit super mal exécuté, parce qu'il y a plein de super personnages sarcastiques dans tout un tas d'œuvres différentes, mais dans ces dernières c'est fait à des bons moments, et en plus c'est contrebalancé par des passages où tu vois que ça cache une vraie amitié, ou pas vraiment de la réelle méchanceté, comme par exemple avec le personnage de Sherlock dans la majorité de ses adaptations, ou encore celui de BoJack Horseman dans l'œuvre du même nom. Mais ici c'est juste méchant et ça rend artificiel tous ces moments où Ginny s'entend méga bien avec les autres personnages, puisque juste avant elle les taclait avec mépris en étant bien blessante et en montrant qu'elle pensait ses dires. Et le pire de tout, c'est que tous les autres personnages s'en branlent complètement, puisqu'ils parlent d'elle comme une petite fille fragile et innocente. Sauf qu'en fait non, vous êtes des menteurs, elle a rien de fragile, c'est une succube cheatée à la langue de vipère et à la libido débordante, je vois pas vraiment en quoi elle est censée être fragile. Et c'est justement le problème essentiel du personnage de Ginny, à savoir le fait que son comportement n'a absolument aucune logique par rapport au personnage qu'elle est censée être. Puisque je vous parle quand même d'une fille qui en 2 jours passe de la femme soumise, timide et sans confiance à la reine des garces. Donc je pense qu'il y a quand même un juste milieu à trouver entre les deux. Mais encore, si ce n'était que ça, on pourrait mettre cette erreur sur le dos d'un excès de confiance de la part du personnage. Sauf que le truc, c'est qu'elle ne se contente pas simplement de se comporter comme une garce, elle change plutôt de comportement un petit peu comme si elle changeait de petite culotte. Puisque une minute elle va être adorable et mignonne avec tout le monde, et juste après elle va repartir dans ses travers, et leur excuse ce sera « Bah c'est une succube, c'est dans sa nature, c'est pas de sa faute ». Sauf que ça marche pas comme ça les gars, vous pouvez pas juste changer de personnalité à un personnage sans aucune raison en fonction de vos lubies du moment, parce que faire ça, ça s'appelle juste prendre le spectateur pour un con. Arrête. Donc si tu rajoutes ce côté détestable à une avalanche de fanservice et une absence totale d'évolution, tu obtiens simplement un personnage raté. Et si tu rajoutes des personnages comme ça, un scénario et un concept oubliable, vu et revu 1 million de fois traité exactement de la même manière, bah au final ça te donne juste envie d'éteindre ton animé et d'aller faire des trucs plus constructifs de ta vie. Et c'est bien normal. Voilà donc qui conclut ma critique, et maintenant que j'ai fini de râler, vous devez certainement me trouver assez dur envers cet animé, parce qu'après tout, pourquoi le descendre lui, alors que tout plein d'autres animés font exactement la même chose, et souvent de façon bien pire? Eh bien c'est pour une raison toute bête, à savoir montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Eh bien tout simplement que chaque saison, quand je vous fais un débrief des animés qui sortent, je tacle assez sévèrement les isekai et autres animés de fantasy du genre, sans expliquer clairement ce qui m'y dérange. Donc plutôt que de râler continuellement dessus, je me suis dit que ce serait plus constructif de prendre un moment pour vous expliquer clairement ce qui me dérange dans ces animés, à travers un exemple représentatif, et pas de bol, c'est tombé sur celui-là. Mais bien évidemment, je sais que tous les animés du genre ne sont pas comme ça. Par exemple, j'adore Vision d'Escaflowne, The Dungeon of Black Company, La sorcière invincible tueuse de slime depuis 1000 ans, Log Horizon ou encore plus récemment Si je suis la vilaine autant mater le boss final, tout un tas d'animés qui usent parfaitement de leur concept et savent exactement ce qu'ils font et le font avec originalité, surtout le premier, mais soyons honnêtes, il y a quand même beaucoup plus de Greatest Demon Lord ou de Kengan no Mago que de Vision d'Escaflowne ou de The Dungeon of Black Company, et c'est totalement normal, puisqu'étant donné que c'est un genre d'animé qui est totalement à la mode, il en sort tout un tas chaque saison, et c'est plus facile pour ceux qui sortent de simplement recopier la formule qui marche, plutôt que d'essayer d'innover un petit peu. Sauf que pour les spectateurs, quand on a une dizaine qui sortent chaque saison et qui se ressemblent tous, bah ça devient assez vite insupportable. Mais après, l'animé que je vous ai montré aujourd'hui et qui est complètement de la catégorie des recopiages, n'est pas non plus immonde, il a des qualités, comme par exemple son animation qui est franchement magnifique, ou encore sa VF qui a de monstrueux comédiens belges comme Maxime Van Sandfort, Elsa Poisseau, Audrey Deveau ou encore Sophie Pironnet. Mais tous ces éléments négatifs que je vous ai listés tout le long de cette vidéo et qui peuvent vous sembler totalement minimes, rendent pour moi l'animé fade, plat et inintéressant, et le plonge complètement dans la catégorie des animés ni bons ni mauvais, qui ne parviennent pas à m'impliquer et que j'oublie aussi vite que j'ai vu, et c'est clairement ça qui me dérange. Parce qu'effectivement, je peux paraître assez excessif en disant ça, mais je préfère complètement voir un animé médiocre en tout point mais qui tente quelque chose, plutôt que ces animés du type Greatest Demon Lord qui jouent le 10 sur 20 sans autre but que de surfer sur une mode, car eux au moins me marqueront de leur nullité abyssale ou au moins m'apporteront quelque chose par leur échec, là où de ces animés OSEF je ne retiendrai rien d'autre qu'un vague ennui.
Voilà tout ce que je me rappellerai de Greatest Demon Lord, et voilà ce que je pense de ce type d'anime. Non, c'est rien, c'est juste un manque de respect inouï. Alors bien sûr, je comprendrai que ma vidéo paraisse agressive, exagérée, voire même condescendante, mais je vous jure que c'est loin d'être l'objectif, puisque ma démarche n'est pas là pour diminuer ces œuvres ou leurs fans, mais simplement d'expliquer pourquoi elles ne m'atteignent pas moi, et ce que je leur reproche concrètement, histoire d'arrêter les pics méchants et de mettre une raison sur mes propos. Alors bien sûr, si vous aimez ces œuvres, grand bien vous fasse et n'ayez pas honte, car en les aimant, vous êtes tout aussi légitime que moi qui n'y arrive pas. Mais dorénavant, si je parle d'un animé isekai ou de fantasy que je qualifie de chiant ou de lambda, appliquez-y cette critique de Greatest Demon Lord et vous aurez mon avis dessus. Et s'il sort du lot, il est possible que j'en parle un jour pour inventer ses mérites, et peut-être même par hasard que ce serait prévu pour un des animés que j'ai cités. Oh, mais c'est faux ça, vous trouvez pas? En tout cas, maintenant vous savez concrètement ce que je reproche à ces animés, alors n'hésitez pas à me donner votre avis qui sera tout aussi valable que le mien sur le sujet en commentaire, et surtout n'oubliez pas la devise de cette chaîne, aimez ce que vous voulez sans en avoir honte, mais avec de quoi le défendre. Sur ce, à dans 10 ans.